Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte, le père Jean Weber. What an excellent day for a podcast. Et mes démons sont... Laurent Vachaud, le pouvoir du podcast t'oblige. Philippe, c'est bon, ta mère suce des podcasts en enfer. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'exorciste, sans jamais oser le demander. The one hope. The only hope. The Exorcist. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour ce voyage sur les rives du Styx et pour parler de ce chef-d'œuvre de l'horreur de 1973, réalisé par William Friedkin. 1973, année dominée au box-office par Les Charlots font l'Espagne, un autre film d'enfer, et Le Grand Blond avec une chaussure noire, Bravo Papa. Cette année voit également naître Adrien Brody et s'éteindre le grand Edward G. Robinson, peu de temps après le tournage de son 100e film, Soleil Vert, qui se regarde malheureusement aujourd'hui comme un documentaire. Mais laissons sans plus tarder la parole à Philippe, qui donne 2 pièces d'or à Charon, le batelier, pour entamer notre traversée du Styx, et raconte en quelques mots le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur pour l'enfer, comme dans Angel Heart, entre 2 étages. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Regan, Régine je crois en VF, Régine, qui commence doucement à changer de personnalité, ce qui terrorise sa mère, vu qu'elle commence à parler avec une voix d'homme, à faire des choses un tout petit peu obscènes avec un crucifix, et à baver de la bile. Petit à petit, on commence à comprendre que c'est pas juste la crise d'adolescence, mais c'est peut-être beaucoup plus grave que ça. Donc elle fait appel à un curé très sympathique, qui s'appelle le père Carras, qui vient voir Regan, et qui en conclut qu'elle est possédée par le diable. À partir de là, ça va de mal en pis jusqu'à une fin totalement apocalyptique. Amen. Et maintenant, c'est à Laurent de nous parler de la Genèse, comme dans la Bible, d'un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma, mis en scène par son pote, William Friedkin, Billy pour les intimes. Alors la Genèse, c'est comme par exemple Le Parrain, c'est un roman, puisque à la base c'est William Peter Blatty qui avait écrit le roman L'Exorciste. William Peter Blatty qui était un type qui était surtout connu en fait pour avoir écrit des comédies bizarrement. Il avait écrit des comédies pour Blake Edwards, notamment Shot in the Dark avec Peter Clouseau, Sellers, qui jouait déjà l'inspecteur Clouseau. Et Peter Gunn aussi, enfin il a fait plusieurs films avec Blake Edwards. Et alors Peter Gunn, c'était drôle parce qu'au départ il avait écrit le scénario de ce film qui raconte une histoire de détective, et c'était William Friedkin en fait qui avait été proposé comme réalisateur, avec Blake Edwards comme producteur. Et Friedkin avait refusé le film, alors qu'il n'avait rien fait, Friedkin. Il n'avait même pas fait French Connection. Encore. Et il faisait des documentaires, en fait. Ouais, il faisait des documentaires. Ouais. Il avait fait quelques films, Boys in the Band, des films comme ça, qui n'avaient pas eu du tout de succès au box-office. Et il a dit, je trouve le scénario complètement nul, je ne veux pas le faire. Et en fait, William Peter Blatty, ça l'avait impressionné. Il s'était dit, ce gars qui n'a pas de boulot, enfin qui est pas connu, il refuse du pognon, il refuse une... Donc il a des couilles, c'est-à-dire que ce gars doit quand même être assez intègre, honnête. Donc après il s'est souvenu de lui, il s'est dit voilà, moi je voudrais travailler avec ce gars-là. Et il avait fait French Connection entre-temps. Il l'avait pas encore, c'était pas sorti encore. Okay. Et en fait quand le film est sorti et a eu un gros succès, Friedkin s'est retrouvé finalement en tête de liste, parce qu'au départ ils ont proposé l'Exorciste. Il faut préciser que tu as interviewé beaucoup William Friedkin à travers ta carrière et que c'est devenu quasiment un ami, je ne plaisantais pas. Oui, moi disons on était quelques-uns à Paris, des journalistes français à l'avoir interviewé, Samuel Blumenfeld aussi, où on le voyait très régulièrement quand il venait à Paris. Et tu l'as vu en Italie aussi, vous avez mangé une pizza avec Dario Argento. Non, mais je l'ai vu de 1995 à 2015, je l'ai vu vraiment quasiment tous les ans. Tu as fait du cruising avec lui aussi, je crois. mais c'est quelqu'un vraiment, moi, que j'ai beaucoup apprécié, non seulement comme réalisateur, mais comme personne, parce que c'était quelqu'un de très très drôle. Ce qui peut être un peu surprenant quand tu vois le genre de film qu'il fait. Mais c'est un type qui peut te faire mourir de rire avec des anecdotes, mais vraiment... Quand tu vois Pacino dans Cruising, c'est drôle quand même, sa coiffure déjà. C'est quelqu'un qui a aussi un côté un peu dark, c'est-à-dire qu'il peut par moments être très bizarre. Enfin, moi, je n'ai pas toujours vu ça, je l'ai un petit peu vu de temps en temps,
Mais il y a des gens qui te racontent dans son travail, quand il est sur les tournages, qu'il peut être très imprévisible. Bien sûr, et puis il vire beaucoup de gens, il est très dur, il est très caractériel. Des humeurs très changeantes, Ouais. comme ça. Moi, bon, ça, quand tu es dans un rapport uniquement comme ça de camaraderie, tu le vois pas vraiment, mais je l'ai quand même vu 2-3 fois quand même avoir des réactions un peu bizarres. Ça se passerait d'ailleurs assez mal avec William Peter Blatty. Il faut préciser que son livre est basé sur un véritable cas d'exorcisme, en tous les cas dans la vie, avec Roland Doe, Ouais. comme John Doe, un exorcisme qui date de 1949. Et au départ, le film n'est pas un succès, tu as vu, il a du mal à décoller. Et finalement, il arrive au Dick Cavett Show, parce que Robert Shaw, justement, avec un A cette fois-ci, annule parce qu'il est trop bourré pour passer, et William Peter Blatty passe à sa place, et tout d'un coup, le livre devient numéro 1 Ouais. du New York Times Bestsellers. Mais bon, il se trouve qu'en fait, c'est un livre que Peter Blatty a écrit parce qu'il était aussi originaire de Georgetown. Enfin, il avait été, je crois, dans cette université qu'on voit dans le bouquin et dans le film. William Peter Blatty, c'est un type, il paraît, qui était extrêmement... quand sa mère est morte, par exemple, il faisait du spiritisme pour parler avec sa mère. Enfin, c'est Friedkin qui te raconte ça. Ce qui explique pourquoi il était ami avec Shirley MacLaine, qui était très branché Ouais. au culte aussi, et il baserait le personnage de la maman jouée par Ellen Burstyn sur Shirley MacLaine. Mais en fait, c'est un type aussi qui... les parents de William Peter Blatty étaient des gens quasiment illettrés, je crois. Sa mère était... c'est un peu très proche de la mère du père Carras qu'on voit dans le film. Hein. Waouh. Et lui, donc, a connu quand même un succès assez foudroyant, comme ça, mais c'est quelqu'un qui est d'une famille quasiment... ils sont arrivés, des immigrés, tu vois, qui avaient absolument rien. Ils ont vécu dans une pauvreté assez grande. Hein. Ouais. Et donc, en fait, il est devenu... Enfin, il faut quand même préciser aussi que c'est un des rares... c'était pas le cas de Mario Puzo. William Peter Blatty était le producteur de l'exorcisme. C'est ça. Alors, c'était lui Et qui au avait départ, il travaillait avec Paul Monash, Voilà. qui avait produit Butch Cassidy et le Kid, mais finalement, Paul Monash est débarqué. Mm. Enter John Kelly, Paul- le champion de Stanley Kubrick. John Kelly, c'était le patron de Warner. à l'époque. C'est ça. Et C'était le chef de la production. Voilà. Et il lit le livre et il dit que son chien n'ose pas monter sur le lit quand il est en train de lire le livre et que le livre est chaud au toucher. Moi, je l'ai lu, le livre. Et c'est vrai que c'est assez effrayant aussi. Hein. Je veux dire, c'était très choquant. Il y a beaucoup de différences entre le livre et le film. Il y a des subplots, comme on dit, des sous-intrigues, subplots qui sont un petit peu, qui ont été enlevés du livre, du film. Il n'a pas eu tort. Hein. C'est tout ce qui concerne le majordome allemand, tu sais. Oui, il ressemble à Laurence Olivier dans Marathon Man. un peu. Ouais. Is it safe? Et il y a tout un truc sur lui et sa femme, enfin des machos qui servent à rien, donc je trouve qu'ils ont eu raison d'enlever ça. Mais non, sinon c'est assez proche. Hein. Et il se trouve justement que Friedkin, quand il avait lu le livre, il avait été très impressionné. Il avait lu ça quand même pratiquement d'une traite. Ouais. Et après, il avait reçu un scénario que Blatty avait écrit d'après son propre livre. Et il paraît qu'il avait fait des tas de trucs pour faire cinéma, tu vois, des flashbacks, des machins comme ça. Et il a détesté le scénario. Il a dit, mais il faut revenir. Un petit peu comme quand Stephen King a envoyé son scénario de Shining à Kubrick. Il faut revenir à la linéarité du livre, et il l'a obligé à il a eu raison. recommencer le scénario Bien sûr. comme ça. Et lui, il voulait vraiment filmer le livre, hein, carrément comme Polanski, quelque part, avait fait avec Rosemary's Baby. Où Très fidèle. Quand tu regardes le livre Rosemary's Baby et le scénario, c'est quasiment la même chose. Intéressant. Ce qui nous amène sans plus tarder au père Philippe, un homme d'église irréprochable. Je me contente de ce vin de ma petite vigne et ses quelques pattes, et qui nous parle un peu plus du casting du film. Casting magnifique parce que des inconnus à l'époque. Absolument que des inconnus. C'était Ellen Burstyn qu'on a dû voir dans des téléfilms, dans quelques rôles secondaires, etc., qui est fabuleuse dans le rôle de l'actrice. Donc Shirley MacLaine, elle incarne quelqu'un... Elle lui calqué ressemble sur- physiquement, ouais. Voilà. La petite Reagan, évidemment, qu'on n'avait jamais vue, qui est Linda Blair, et qui est miraculeuse aussi, parce qu'on dirait un petite poupée rondelette au début. Donc, C'est d'ailleurs pour ça que je crois Mike Nichols avait refusé de faire le film, parce qu'il disait on ne trouvera jamais une jeune fille de 13 ans pour faire le rôle, et tout d'un coup arrive Linda Blair, et elle a l'âge du rôle. Il n'est pas obligé, comme dans Orange Mécanique, de prendre un type plus vieux pour jouer le personnage. Et ce qui est très fort, c'est qu'elle est mignonne, elle est touchante, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas cute. Elle joue pas la petite fille, c'est pas un petit singe savant. Elle joue vraiment un rôle de petite fille. Et elle est tout à fait touchante au début, et sa transformation en monstre baveux est encore plus effrayante, quoi. Et puis il y a la révélation du film, à mon avis, qui est Jason Miller, qui joue le père Carras,
qui est extraordinaire, parce que lui, il est mature physiquement, on voit que c'est un type qui a vécu, il a une vraie gueule, il est marqué. Il avait rien fait, enfin il vient du théâtre effectivement, C'est ça, et c'est plus facile de s'identifier à des acteurs qu'on ne connaît pas. C'est parce un que, auteur en plus. Voilà, c'est ça, alors qu'au début, on avait dit des noms comme Paul Newman, Nicholson, donc des stars, et Friedkin, à juste titre, n'en veut pas. On a même parlé de Marlon Brando pour le père Mérine. Oui, voilà, et l'idée géniale, c'est d'avoir pris ce type qui est totalement charismatique et qui est, comme on dit, déjà formé. C'est-à-dire que c'est pas un débutant où on se dit tiens, il se débrouille bien, il est carrément extraordinaire, quoi. Puis il a une tête à la Pacino, ou même parfois Stallone quand il fait de la boxe ou quand il court en survêtement. Donc dans cette optique-là d'acteur, et bien bon, il y a Max von Sydow qui est tellement vieilli qu'on le reconnaît à peine. Ouais, Dick Smith qui fait un maquillage de vieillissement magnifique. Et à mon avis, la seule erreur dans cette optique-là, c'est Lee Jacob, qui est pourtant formidable dans le rôle du flic, mais c'est un acteur qu'on identifie instantanément. Depuis Sur les quais jusqu'à la série Le Virginien, etc. Bien sûr. Tu sais qu'il était pressenti pour jouer Colombo? Oui. C'est le premier qui devait jouer Colombo. Et d'ailleurs, dans le film L'Exorciste, il est Colombo. Il est Colombo, absolument. Et je crois, il me semble que c'est un des premiers films où il joue sans toupet. C'est-à-dire qu'on voit son crâne chauve. D'habitude, il a un toupet pendant 50 ans, cet acteur. Étonnant. Ouais. Mais c'est que pour le père Carras, ils ont été à 2 doigts de le faire avec Stacy Keach. Ouais, il a signé, c'était parce que Jason Miller au départ il voulait pas le faire, enfin, ça a été compliqué parce qu'il n'était pas acteur vraiment, le studio et ils avaient quasiment fait le deal avec Stacy. Je crois qu'ils ont été obligés de racheter son contrat et de le payer quand même pour un rôle qu'il ne jouerait pas d'ailleurs, comme Bob Hoskins. Ça aurait changé le film, franchement, parce que moi Stacy Keach, je sais pas, je trouvais pas que c'était une bonne idée. Non, c'est un bon acteur, mais effectivement Jason Miller c'est la grande révélation du film. C'est la révélation, d'autant plus qu'il a l'air grec, parce qu'il joue quand même le père Carras. Quand il va voir sa mère en entendant la radio grecque, la mère lui parle en grec, c'est bouleversant d'ailleurs ces scènes. Oui, Demi, why do you do this to me, Demi. Demi. Il est prodigieux, Carras, parce qu'il a une profondeur, il a une... Il mélange l'incrédulité. On croit, sans mauvais jeu de mots, à sa crise de foi. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Et, il a un regard complètement prenant. Et, non, pour moi, c'est lui la pierre de voûte de ce film. De cette église. Non, mais c'est un peu comme dans Le Parrain, hein, c'est-à-dire c'est des miracles de casting. C'est à l'époque où ils prenaient des acteurs qui correspondaient au personnage. Ils ne cherchaient pas à faire des coups en engageant des vedettes, quoi. Apparemment, pour le rôle de Chris, donc la mère jouée par Ellen Burstyn, il pense également à Audrey Hepburn, mais qui veut que le film se tourne à Rome, où elle habite à l'époque. Donc effectivement, Friedkin... Mais il m'avait raconté que elle était OK. Hein. Ah ouais, elle voulait faire, film, c'est ça. Elle voulait pas venir aux États-Unis. Exactement. On parle de Anne Bancroft, mais elle est enceinte et il faut attendre 9 mois. Qui aurait été très bien. Qui aurait été très bien, mais Friedkin veut absolument pas attendre 9 mois. C'était à cause de Miracle en Alabama, où il y avait la relation avec la jeune sourde aussi, ça faisait un peu... C'est ça. Et puis Jane Fonda, Shirley MacLaine, qui est considérée... Il m'avait raconté, Jane Fonda, il lui avait demandé, elle avait dit « I don't want to be in this capitalistic shit ». C'était Hanoi Jane à l'époque, Incroyable, mais Ellen Burstyn appelle directement Friedkin, elle se bat pour le rôle et elle dit « Je suis destinée à jouer le rôle ». Pareil que Jason Miller, qui se met pour son audition à réciter la messe et dit « C'est moi, le personnage de Carras, c'est moi, j'ai eu les mêmes problèmes avec la foi que Carras ». Jason Miller, c'est le père de Jason Patric. C'est ça, qui jouerait dans les Lost Boys. Exactement. Mais le studio ne veut pas de Ellen Burstyn, et je crois que le patron du studio dit « Over my dead body ». Je préfère mourir que d'engager cette femme. Et Friedkin se battrait pour elle, parce que, un petit peu comme dans French Connection, il sait qu'en prenant entre guillemets, des gens qu'on ne connaît pas véritablement, on croit beaucoup plus à l'histoire que si on voyait Anne Bancroft ou Jane Fonda en particulier. Bien sûr. Et c'est ça aussi la force du film, c'est que comme Reagan, comme sa mère, sont des vraies personnes. Il y a aussi cet acteur anglais qui était dans le film de Polanski sur les vampires. Là, oui, Jack McGowan. Jack McGowan. Qui meurt peu de temps après la fin du film. C'est ça, et dont le personnage est calqué sur le réalisateur Jack Lee Thompson. C'est ça, étonnant. Ouais. Qui est donc une espèce d'alcoolique chaleureux, rigolo. Et qui arrête pas d'agresser ce majordome allemand en disant que c'est un nazi. Janet Leigh, Psychose, ne veut pas que Jamie Lee Curtis auditionne. Ouais. Parce tout le monde pense que ce livre est effectivement maudit d'une certaine manière. Et on dirait d'ailleurs que le tournage est maudit. Mais en fait, c'est parce que ça arrive, les accidents, et ça arrive que les gens meurent avec le temps. Comme Poltergeist, on a dit que ces films étaient maudits, mais j'en suis pas complètement convaincu. Cela dit, le film a toujours été entouré d'une aura de malédiction, au point que moi, j'avais vu le film ado sur les Champs-Élysées, je me souviens, en m'introduisant
c'était interdit au moins de 18 ans. Je m'étais introduit dans la salle par la sortie. Bravo. Et j'ai vu donc de mes yeux cette légende, c'est-à-dire que les gens sortaient en courant. Ouais. Et j'ai même vu un vieux monsieur se lever en se signant. Waouh. Ah ouais? Et en courant vers la sortie, soutenu par son fils. Oh, mon Dieu. Qui lui disait, mais c'est un film, papa, c'est un film. Ouais. Et l'autre marmonnait, etc. Ouais. Donc j'ai vu ça. Et pourtant, c'est qu'un film. Si personne n'avait fait circuler des bruits dessus, je pense que les gens l'auraient vu comme un film normal d'horreur. Bien sûr. Aux États-Unis, t'avais des gens qui tombaient dans les pommes. Voilà. Ouais, qui vomissaient, par qu'il y avait du vomi partout dans les toilettes, comme ce que vomit. Tu te souviens qu'il disait qu'il y avait des ambulances qui étaient garées devant les cinémas pour transporter les gens. Donc ça, je ne l'ai pas vu, évidemment. Mais par contre, c'est vrai que les gens sortaient en courant de la salle. Hein. Ouais. Il t'explique, en fait, parce que moi, je l'ai vu, en fait, plus tard, une rétrospective à Beaubourg, je me souviens, où j'ai vu quelqu'un qui s'est trouvé mal pendant la projection. Et en fait, c'est pas pendant les scènes de possession, c'est pendant la scène d'artériogramme. Tu sais, ça, c'est le pire. Quand ils font je trouve que toutes ces scènes d'hôpital, et en particulier celle-là, moi, j'ai pas pu regarder. J'ai pas pu regarder la prise de sang avec le sang qui gicle et tout. Autant j'ai pas de problème quand la tête tourne ou quand elle vomit de la soupe de pois ou quand elle se transforme en monstre qui ressemble au Deadite, d'ailleurs, les monstres de Evil Dead. Mais là, quand il y a cette espèce d'aiguille qui rentre et tout, c'est insupportable. Tu sais, quand dans la salle, je me souviens encore aujourd'hui, quand les gens sont sortis en masse, à quel moment du film? C'est quand elle arrive pendant la soirée et qu'elle pisse sur le tapis. Ah ouais. C'est pourtant tôt dans le film. Ouais, très tôt. Et il y a plein de gens qui sont sortis à ce moment-là en criant. Oui, parce qu'ils se disent si ça commence comme ça. Voilà. Ouais. Il faut dire que 2 autres femmes participent à la création du démon Pazuzu. Bien sûr, l'excellente Mercedes McCambridge qui fait la voix du démon. Elle boirait énormément de scotch et fumerait plein de cigarettes pour se détruire la voix. C'est surtout qu'elle avait arrêté de boire. Ouais. Elle s'est remise à boire pour faire la post-synchronisation. Incroyable. Elle est attachée à une chaise, elle s'est attachée elle-même à une chaise. Elle s'est martyrisée pour arriver à trouver la voix de Pazuzu. Et le body double de Linda Blair, pour toutes ces scènes effectivement de masturbation qui sont très gênantes, c'est Ellen Dietz. Alors, on dirait qu'elle a simplement 28 secondes à l'écran, mais je suis pas complètement sûr. Où tu la vois, des fois tu vois le visage, c'est pas tout à fait le même. Ouais. Et il y a le Spider Walk. C'est quand elle s'enfonce le crucifix. C'est ça. Et il y a le fameux Spider Walk, tu sais, qui est rajouté dans le Director's Cut, où tout d'un coup elle se met à descendre un escalier comme une araignée. Ça, c'était une gymnaste qui a fait ça. C'est dommage qu'ils l'ont pas intégré, mais ils choisiraient de l'intégrer plus tard, Friedkin. Mais il a tourné les plans exprès, c'est-à-dire il les a même pas tournés, je crois, à l'époque. Ouais. Les plans du Spider's Walk, il l'a tourné au moment de la ressortie. Non. Non. Je crois que c'est de l'époque. Ouais. Non, tout était tourné à l'époque, mais simplement il trouvait que c'était too much. Ouais. Mais c'est vrai que Friedkin amène ce style documentaire dans ses films, et on a véritablement l'impression d'assister à un documentaire. Et il paraît qu'il est un tyran avec les acteurs. On parle souvent de Kubrick martyrisant Shelley Duvall sur The Shining, dont on parlera plus tard, mais là, il a véritablement cassé le dos de Ellen Burstyn et il a cassé le dos aussi de Linda Blair, avec les câbles et tout, et sans les prévenir qu'ils allaient les tirer très très fort quand... Et puis il a giflé le prêtre à la fin, là, qui donne les derniers rites à Jason Miller. Il lui a filé une grande baffe juste avant la prise. J'ai marqué, il gifle le curé, effectivement. Ouais. Il vire plein de gens. Qui est un vrai curé. Hein. Ouais. Il a tendance, comme il avait pris des vrais flics pour French Connection, à prendre des véritables acteurs dans les rôles, et ça paye. Et il fait un truc incroyable, c'est qu'il cache des œufs et de la viande pourrie sur le plateau, parce que dans le livre de William Peter Blatty, on dit qu'à chaque fois que Pazuzu se manifeste, il y a une odeur nauséabonde, et d'ailleurs on voit Ellen Burstyn qui se met un mouchoir sur le nez, en tout cas qui peut pas respirer, mais il a arrêté au bout d'un moment de cacher des œufs et de la viande pourrie, parce que tout le monde peut sortir en vomissant comme la petite. Ce qu'il faisait, c'est qu'il avait un flingue et qu'il tirait des coups de pistolet à côté des gens, pour faire sursauter les c'est le Phil Spector de la mise en scène. Ouais. Et il y a Max von Sydow qui, paraît-il, était complètement... il supportait plus, quoi. Il a failli se barrer parce que l'autre tirait, tu vois. Juste incroyable. Mais son surnom, c'est Wacky Willy sur le plateau, parce qu'il fait n'importe quoi et qu'il est totalement imprévisible. C'est un type dangereux. Il m'avait raconté parce qu'avec Max von Sydow, ça c'est moyennement... Enfin, c'était une idée de génie d'avoir pris Max von Sydow. Il ressemble au prêtre qui avait pratiqué l'exorcisme. J'ai vu une photo dans la vie. Il paraît que c'était dans la scène en Irak, qui fait un peu penser à la scène sicilienne du parrain, parce qu'il fallait aller... et surtout, il fait penser à un vieil Indiana Jones sur le site de Tanis, tu sais, au début. Et il paraît que l'autre, il avait son maquillage, parce qu'il était beaucoup plus jeune, Max von Sydow, à l'époque, et il avait un maquillage de Dick Smith qui le vieillissait, et qui était, paraît-il, très pénible, et qui mettait des heures à être posé. Et il paraît qu'en Irak, il faisait 45, tu vois, dans le désert, et l'autre, Friedkin, il m'avait raconté une fois qu'il était sous sa tente, tu vois, et puis il était en train de somnoler, puis tout d'un coup, il entend...
Il voit la tête de l'autre penchée sur lui en train de suer à grosses gouttes avec son maquillage en disant I want to quit. J'en peux plus. Tu vois. Mais c'est vrai que cette scène en Irak élève le film de la série B à la série A, parce que tout d'un coup on a l'impression que c'est un gros film et il n'hésite pas à partir véritablement en Irak. Il shoot pas pareil, ça dans le désert de Californie à Palmdale, tu vois. Non, mais le studio voulait couper la scène aussi. Surtout qu'il y avait des problèmes politiques à l'époque et que c'était assez mouvementé, et c'était dangereux. Et surtout qu'il ne s'y passe rien. Rien. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on sent la présence du mal dans ce début par un combat de chiens. Par une petite statue, par un type mec borgne. Voilà. Et on sent que le diable est là quelque part, mais on le sent inconsciemment, c'est-à-dire il n'y a rien qui est montré. Et dans le sound design, la bande-son, effectivement, qui est... Puis ça leur a coûté un fric, parce que la fameuse statue de Pazuzu qu'on voit avec le sexe en érection, là, quand le père Mérine regarde la statue avec les chiens qui... En fait, cette statue-là, elle a été égarée, elle s'est retrouvée, je crois, à Hong Kong. Ouais, c'est ça. Donc il a fallu la faire revenir, donc ça leur a coûté un pognon, si tu veux. Ils ont été obligés d'attendre la statue pendant un moment. Donc ils étaient là-bas à rien foutre, tu vois, à attendre l'arrivée de la statue. Quoi. Et Pazuzu est un véritable démon d'ailleurs qui existe dans la Bible et qui est le démon des famines, je crois. Non, des zèbres, des airs et des... Des zèbres ? Des airs. Ah ouais, pardon. Ouais, c'est ça, mais on verrait d'ailleurs que dans l'excellent... des ailes, quoi. Dans l'excellent Exorciste 2 de John Borman, c'est Pazuzu contre Kokumo, tu te rappelles, avec James Earl Jones qui se transforme en grosse sauterelle. Non, mais et qui vomit une panthère. Un film vraiment très intéressant dont on parlera peut-être un jour. Mais dans le Friedkin, dans les tortures qu'il fait aux acteurs, c'est qu'au moment où la petite vomit sur le père Carras, il lui dit t'inquiète pas, ça va arriver juste sur ta poitrine. Alors que là, il se prend un énorme jet de vomi en plein visage. Et la soupe de poire. C'est ça, et on a un peu l'équivalent que quand Veronica Cartwright était aspergée de sang au moment de la naissance du chestburster. Et ce sont ces scènes Parce qu'il y a un gars qui s'appelait Marcel Vercouter, qui était en fait le gars qui animait la poupée, enfin la fausse Linda Blair, parce qu'il y a une espèce de poupée, moment, quand il y a la tête qui tourne et tout ça. Et c'était lui aussi avec deux autres types qui actionnaient le lit, tu sais, parce que toute la chambre de Linda Blair... Tout est fait en effet pratique sur le plateau. Toute la maison est faite en studio. Quasiment, ils avaient reconstruit toute la maison sur 2 étages. Et t'avais derrière les murs, t'avais des mecs avec des tirettes, tu vois, qui faisaient bouger... Il y a un système hydraulique qui faisait que le lit bougeait, quoi. Tout ça est fait à la main. Ce qui est incroyable, c'est qu'il réfrigère les plateaux. Tu vois véritablement de la buée qui sort de la bouche. Alors effectivement, ça se réchauffait très rapidement au bout de 3 minutes de tournage à cause des spots. Mais c'est, tu vois, dans Shining, ils n'ont pas du tout de buée qui sort de la bouche. Alors parce que Shining, il t'explique qu'il faisait super chaud dans le... c'est ça, exactement. C'est pour ça que le plateau a pris feu d'ailleurs. Mais cette réfrigération des sets, ça coûte une fortune. On verrait que Carpenter le ferait pour The Thing. Et également Tarantino, qui s'inspire énormément de la chose, le ferait pour Eightful Eight, 8 salopards. Et Batman Returns, où ils avaient réfrigéré un énorme, je l'avais vu moi de l'extérieur. Pour les pingouins. Pour les pingouins. Là, c'était immense ce qu'ils avaient fait. Ah, quoi. C'est ça. Je me souviens de cette réplique. C'était Burgess Meredith qui faisait ça dans la série télé. Mais effectivement, on comprend que Paul Newman, qui était pressenti, n'est pas accepté de faire un film pareil où tu te fais torturer dans les mains d'un metteur en scène qui est totalement en liberté. Et comme je disais, tous les effets sont faits sur le plateau, pas de numérique, pas de fond vert, donc ça donne une véracité au truc qui est incroyable. Et la poupée qu'il crée pour Reagan, qui a cette tête qui tourne à 360 degrés, fait très peur et très réaliste. Les gens croyaient que c'était la vraie sur le plateau. Il paraît que l'autre la baladait dans sa bagnole, si tu veux, au feu rouge, tu avais des gens qui... Friedkin Marcel Vercouter. Ah, c'est ça. Il l'avait installé pour l'amener au studio, il l'avait foutu dans le siège passager, et il paraît qu'au feu rouge, tu as des gens qui avaient vu la gamine et qui s'étaient mis à hurler. Tu vois. Mais ça rappelle ce que fait Alfred Hitchcock quand il cachait Mother, tu sais, le cadavre de Mother, partout dans la roulotte de Janet Leigh. À chaque fois qu'elle arrivait pour se faire maquiller, elle tombait sur Mother. Il appelait ça le test du décibel. Si elle criait, ça veut dire que c'était bien, quoi. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau à Owen Roseman, le chef opérateur quand même, qui dit qu'il a eu énormément de mal à éclairer le film, comme on peut l'imaginer, qui est un film très sombre aussi, d'ombre et de lumière. Ils n'ont pas fait tellement un éclairage gothique, tu vois, où tu regardes, l'éclairage est plutôt réaliste dans la maison. Il ferait également des films qu'on aime beaucoup comme French Connection, Network, Tootsie. Donc c'est un des grands chefs opérateurs de l'histoire du cinéma. Le budget du film est de 12 millions de dollars et en rapporterait 112. Donc c'est effectivement un véritable blockbuster. C'est un film énorme. C'est que qu'on voit autour des cinémas.
Et effectivement, les gens s'évanouissent, comme tu dis, en voyant le film. C'est une aura de terreur et de mort autour de ce film. Il faut voir que la religion, quand même, aux États-Unis, c'est un truc qui est... Enfin, nous, on ne peut pas vraiment prendre la mesure de ce que c'est là-bas, parce que tu as dans tous les États du Bible Belt, tu vois, enfin, de voir des trucs comme ça pouvait complètement les traumatiser. Et il y avait surtout, il t'expliquait aussi que il y avait une population noire qui était extrêmement croyante et qui allait voir ça en masse, tu vois, et c'était eux aussi qui On dit que c'est le film qui a tué la blaxploitation. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de films qui étaient faits pour un public africain-américain et qui, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils allaient voir des films avec des blancs et tout d'un coup, il n'y a plus... D'ailleurs, il y a une version blaxploitation de L'Exorciste qui s'appelle Abby. Et comme ils ont fait une version... ils ont fait Blackula aussi, tu te rappelles. Et puis Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dont je ne me rappelle pas le titre. Mais c'était très... Nutty Professor. Non, la version blaxploitation. Ah, la version... Ouais. Donc on parlait des scènes scientifiques, tu sais, qui sont extrêmement inconfortables, extrêmement gênantes, beaucoup plus que les scènes de possession. Et quand elle va voir tous ces médecins, ce qui est terrible, c'est qu'elle est totalement impuissante. Tous ces tests ne servent à rien. Et il y a une scène qui est formidable, c'est quand elle est dans cette salle et elle a une douzaine de médecins autour d'eux qui sont tous comme des cons à essayer de lui vendre n'importe quoi. Et ça m'a fait penser à la scène de Clarice Starling quand elle est entourée par tous ces flics, tu sais, dans le... Mais de toute façon, dans Le Silence des agneaux, quand tu vois tous les dialogues de Clarice Starling et de Lecter, ça fait vraiment penser au père Carras et à Reagan. Enfin, même avec le tiroir qui s'ouvre, tu sais, dans une scène de l'exorcisme, tu vois le tiroir. Est-ce que tu peux faire ouvrir ce tiroir comme ça quand il demande au démon ? Et dans Le Silence des agneaux, tu vois, quand elle a les cheveux mouillés devant la cellule, à un moment, à cause de la pluie, pof, t'as le tiroir qui s'ouvre et t'as une serviette à l'intérieur. C'est vraiment... Et il parle de manière un peu comme un démon aussi. Absolument. On a cette fameuse scène où il y a marqué « Help me » sur son estomac. Là, ça rappelle Freddy Krueger aussi. Et ça fait très, très peur. Et des images subliminales avec Pazuzu, tu vois. Alors ça, il s'est inspiré d'un film japonais qui s'appelle Onibaba. Ouais, avec un masque. Pour le masque pour le visage de Pazuzu, il s'est inspiré de ce film-là. Et comme les images subliminales sont interdites, normalement au cinéma, William Peter Blatty a dit « Mais c'est pas subliminal puisque vous l'avez vu. Donc c'est vrai que dès l'instant où on le voit... C'est toute cette époque, tu dis, où Polanski il avait fait ça aussi dans la fin de Rosemary's Baby, où on voyait les yeux du démon, tu sais, qui apparaissaient comme ça. C'était pas subliminal, mais il y a plein de gens pensaient avoir vu les yeux du bébé au moment où elle regarde. Alors que c'était un acteur qui jouait le diable. Alors que c'était un flashback en fait d'une image qui est dans le rêve. C'est ça. On voit les yeux du diable. C'est ça. Mais il y a 4 mois de mixage sonore. Effectivement, le film vit beaucoup par le son, comme souvent les grands films. Ouais, puis il a engagé un Mexicain pour faire le bruitage. Un gars qui avait fait un film avec Jodorowsky qui s'appelait La Montagne Sacrée. Et en fait, c'est un gars qui a tout fait avec un vieux portefeuille en cuir. Il y a tous les craquements, les trucs comme ça. Et le gars, il tapait sur son portefeuille en cuir, il le tordait. Incroyable. Il était capable de faire des bruits impossibles. Le travail des bruiteurs, c'est un truc dont on parle jamais, mais c'est hallucinant. Comme ils ont amené, pour Hitchcock, ils lui ont amené différentes sortes de melons. Et ils plantaient des couteaux dedans pour voir et c'est finalement le melon Cassaba qui a été choisi. Je sais pas si ça se fait encore maintenant, parce que tout doit être fait avec des ordinateurs. Je pense effectivement que c'est un métier qui malheureusement a disparu. Tu les voyais arriver, Philippe, tu te rappelles ça, ils arrivaient avec une valise, et devant leur valise, c'était comme un homme orchestre. Et ce qui était marrant, c'est les saloperies qui sortaient de leur valise. Des vieux entonnoirs défoncés, des capotes usagées. Et des fois des viandes pour les bagarres. Tu avais des tranches, des escalopes, et ils les balançaient sur la table. À genoux, escalope. J'ai appris, tu sais, que quand tu voyais les films où tu as un mec qui se fait casser la nuque, tu sais, en fait, c'était une banane. Tu sais, quand tu prends la banane comme ça. C'est très drôle. Au départ, Lalo Schifrin, le grand Lalo Schifrin, fait un score qui ne serait pas retenu par Friedkin, qui choisit de prendre, comme dans Shining, du Penderecki, tu as vu Non, il est allé voir d'abord Bernard Herrmann en Angleterre. Tu vois, et alors, lui, il t'explique quand même ça de manière extrêmement... en te disant que l'autre l'a pris à propos de Psychose, et qu'il a un peu... Et Herman, lui, racontait dans l'autre sens que Friedkin était très prétentieux et était venu le voir en lui disant « Est-ce que vous pouvez me faire une musique meilleure que celle que vous avez faite pour Citizen Kane d'Orson Welles ?» Et Herman lui aurait dit « Oui, mais pour ça, il aurait fallu que vous fassiez un meilleur film que Citizen Kane. » Et l'autre, ça lui a pas plu. Ça commence bien, Mais donc il rejette le score de Lalo Schifrin un petit peu comme Kubrick à propos avait rejeté le score de 2001. Herman n'avait pas composé de c'est ça. Il avait juste dit je veux enregistrer dans une église parce qu'il y a que là que ça peut se faire. Donc il lui a dit vous voulez mettre de la musique d'église dans l'Exorciste? Et lui le mec avait dit oui. Alors il a dit il a rien compris. De l'orgue. C'est ça.
Et donc, par contre, Lalo Schifrin, il a vraiment enregistré. D'ailleurs, la partition, je crois qu'on peut la trouver. Elle a été. Je me demande s'il n'avait pas été édité, parce que moi, je l'ai entendu. Mais il y a un peu un côté. C'est une musique qui ressemble beaucoup à la musique qu'il a faite après pour Amityville, la maison du diable. En fait. Ok. Tu regardes le générique de Amityville, c'est quasiment le morceau qu'il avait fait pour l'Exorciste. Mais il y a simplement 17 minutes de musique dans le film, et on voit que William Friedkin s'enferme dans la bibliothèque de musique de... Quel est le studio qui a produit le film ? Warner. De Warner, et il découvre Tubular Bells de Mike Oldfield, qui vendrait plus de 10 millions d'albums. Et qu'on entend 14 secondes dans le film. Exactement. Ouais. Mais, Il t'explique quand même qu'il a écouté ça et qu'il s'est dit... Parce qu'il cherchait une musique de nursery rhyme, tu sais, c'est une berceuse. Je pense qu'il y avait l'influence de Rosemary's Baby. Magnifique. Avec la musique de Coméda, là, qui faisait un peu... La. Et en fait, il a trouvé Tubular Bells et il t'explique que ça a été un succès de disque énorme, puisque ça a fait la carrière de Michael Field et qu'il n'a jamais reçu un mot de Michael Field, il l'a jamais rencontré, le mec lui a jamais dit merci. Wow. Paul Bateson, tu vois qui c'est ? Oui. Raconte-nous Paul Bateson. Bon, maintenant, c'est une anecdote que tout le monde connaît, je crois. Mais moi, je me souviens très bien qu'avec Samuel Blumenfeld, on était allé l'interviewer pour Les Inrecuptibles en 95. Paul Bateson ? Non, Friedkin. Ah ouais. Au moment de Jade, tu vois. C'était pas un de ses meilleurs films. Non. Et il nous avait raconté ça. Ouais. Et c'était quasiment la première fois qu'en tout cas en France... Incroyable. Tu connais l'histoire, Philippe ? Non, je la connais pas. Il va te la raconter. Tu connais pas l'histoire, parce que franchement, maintenant, elle est quand même très connue. C'est que dans la fameuse scène... en fait, faut revenir en arrière. Enfin, faut plutôt aller en avant. C'est-à-dire, quand il a fait Cruising, il était en train d'enquêter sur les vrais crimes qu'il y avait eu à New York, les meurtres d'homosexuels, puisqu'il y avait son ami Randy Jorgensen qui avait vraiment servi d'appât, comme ça, il était flic pour attraper un tueur de gays. Et il avait essayé de se renseigner sur le gars qui avait été arrêté pour les crimes. Un type qui avait été arrêté après avoir découpé en morceaux un gay chez lui. Et donc, il avait fait des démarches pour rencontrer le type à la prison de Rikers, tu vois, à New York. Et l'avocat, à un moment, dit à Friedkin, bon, ça y est, je m'en ai parlé, il est d'accord pour vous voir au parloir. D'ailleurs, il vous connaît bien, il est très content. Et alors, Friedkin dit, il me connaît bien, c'est-à-dire qu'il me connaît mes films. Non, il vous connaît bien, vous êtes déjà rencontrés, il est très content de vous revoir et tout. Alors, le mec s'est dit, un type qui a tué 4 ou 5 homosexuels, enfin, soupçonné d'avoir tué 4 ou 5 homosexuels, comment j'aurais pu rencontrer ce gars-là ? Il voit pas du tout qui ça peut être. Tu vois. Donc, il se pointe au parloir, et là, il reconnaît le gars qui joue l'assistant du radiologue dans la fameuse scène la scène de l'artériogramme, tu vois, quand l'infirmier. Il y a un gars avec une moustache et un bracelet de cuir, tu vois, qui fait l'assistant qui demande à la gamine de s'allonger sur le. Mais qui est un véritable serial killer. Voilà. Participant donc, de la légende morbide du film. Il reconnaît le type, tu vois, il lui dit, mais alors qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi Et le mec lui explique en gros qu'il était complètement défoncé. Et qu'il a tué effectivement le type en lui tapant avec une poêle à frire sur la tête. Tu vois. C'était un critique de Variety. Comme dans les cartoons. Et qu'il l'a découpé en morceaux après, mais qui se souvient de rien. Et que les flics, en fait, lui font un marché pour qu'il reconnaisse d'autres meurtres, alors que lui n'a pas commis, tu vois, pour lui réduire sa peine. Et ça, la scène, tu la verras dans Cruising après, tu vois. Ah ouais, on dirait un film de William Friedkin. C'est là où c'est ça. C'est là où le grand noir arrive avec sa coquille, non ? Oui, mais alors quand je parlais des coïncidences étranges pour le parrain, avec j'avais parlé de cette anecdote bizarre où Coppola avait reçu la visite des 2 futurs producteurs au moment où Marlon Brando l'appelait et qu'il avait vu ce bandeau publicitaire pour le livre Le Parrain dans le journal. Bah là, tu as quand même un truc assez étrange du type qui est sur Cruising en train de faire un film et qui rencontre le gars qui est à l'origine de tout ça. C'est un gars qui était dans son film d'avant. Incroyable. Et il t'expliquait que L'Exorciste est le seul film de l'histoire du cinéma dans lequel il y a un serial killer en activité qui est au générique du film. Après, ça a été démenti. C'est-à-dire que c'est pas que l'histoire est pas vraie, mais il paraît que ce fameux Paul Bateson n'aurait tué qu'un seul type. C'était donc ce type-là de Variety, mais il n'avait rien à voir avec les autres meurtres. C'est pour ça que dans Cruising, tu as l'impression qu'il y a plusieurs meurtriers. Absolument. Et donc, pour en revenir à l'Exorciste, donc c'est ce fameux type. Alors, ça a donné, oui, une espèce d'aura. Mais tout ça a été révélé très tard. C'est-à-dire que il a fallu... Mais moi, je ne l'avais jamais entendu. Je me souviens qu'avec Samuel Blumenfeld, je me souviens quand il parlait, on s'était regardé parce qu'on n'était pas sûr d'avoir bien compris. Il nous disait, il y a un serial killer dans l'Exorciste, si tu veux, tu vois. Et en réécoutant la bande, on a compris que c'était... Parce que nous, on avait... Vous avez écouté la bande à l'envers, comme dans l'Exorciste ? Exactement. Et donc, là, c'est une anecdote quand même assez frappante et assez effrayante, d'ailleurs. Alors,
avec tous les accidents qui arrivent sur le plateau, tu sais que participant une fois de plus de cette aura, Friedkin apparemment fait venir un vrai prêtre pour faire un exorcisme. Mais il renonce à la dernière minute parce que le prêtre dit ça va mettre une sale ambiance, tout le monde va commencer à flipper si je fais un exorcisme. Et je me demande si c'est vrai ça, parce que ce soit Hitchcock ou lui, ils ont un côté comme William Castle, tu sais, un petit peu montreur de foire, Barnum, et qui participe, et il crée une légende autour du film, en fait, pour faire venir les gens. Moi, je sais que j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup de conneries qui avaient été racontées. Il dit que c'est vrai qu'ils ont eu un incendie à un moment, mais il y en a eu un sur Shining. Le problème, c'est que sur Shining aussi, le truc, c'est que quand les tournages durent très longtemps, et ça a pratiquement duré pas tout à fait 1 an, le tournage mais il se passe plein de trucs, si tu veux, quand il y a forcément des gens qui ont des gens de chez... Parce qu'on a dit à un moment que tous les participants de l'Exorciste avaient quelqu'un de proche qui était mort pendant le tournage, tu vois. T'avais... Damien, je crois que le père Jason Miller, il y a quelqu'un. Mais il dit bon, bah sur 1 an, il y a forcément des gens qui vont perdre par an. Et lui, il te mettait ça sur le compte un peu des coïncidences, mais ils s'en sont servis peut-être pour faire un peu la publicité aussi. À mon avis, oui. Et c'est vrai que le film d'exorciste deviendrait un genre à part entière. Il y en a certains qui sont bien d'ailleurs. On voit récemment que Russell Crowe, qui ressemble à Don Camillo, joue le rôle de l'exorciste du pape, un personnage qui avait... Conjuring, le premier Conjuring, je trouve que c'est le meilleur qui a été fait dans cet héritage-là, ce genre-là. Et il y avait aussi l'exorcisme de Rose, non c'était quoi celui-là ? Emily Rose. Oui. Il était pas mal celui-là, je crois. La fille était extraordinaire, c'était Jennifer Carpenter qui était contorsionniste, tu sais. C'est ça, extraordinaire. Donc ce film-là, l'exorciste, donnera également lieu à 2 suites et 2 prequels, dont une tournée par Paul Schrader et l'autre par Renny Harlin du même film. 3 suites. 3 suites, ouais, c'est incroyable. Donc, ça deviendra une série télé. Et une série télé en plus. Linda Blair reçoit des menaces de mort. Elle est obligée d'avoir un garde du corps pendant plusieurs mois après le film. Elle sortirait avec Rick James. Vous voyez qui est Rick James ? Un chanteur de funk. Et c'est le premier film d'horreur nommé aux Oscars. On verra après que Anthony Hopkins gagnerait pour Hannibal Lecter, mais c'est un genre que Friedkin sort un petit peu du ghetto. Alors, il se trouve qu'il n'était pas content du tout, parce qu'il était quasi sûr de gagner à nouveau l'Oscar, le succès commercial du film, parce que c'est souvent des films commerciaux qui gagnent. Et donc, il avait quand même gagné pour French Connection 2 ans avant, je crois. Et en fait, il paraît qu'il y avait une cabale à Hollywood de vieux metteurs en scène qui était dirigée en fait par George Cukor et Robert Aldrich, qui trouvaient le film répugnant, qui profitaient de... Ils trouvaient que moralement, c'était très très mal d'avoir fait un film comme ça. Bon, ils étaient juste jaloux du succès commercial. Et surtout, il a découvert après qu'Aldrich avait voulu adapter le livre, si tu veux. Ah ouais, d'accord. Donc c'était quand même de la pure jalousie, c'est-à-dire d'Aldrich qui s'était fait un petit peu doubler, et qui voulait après nuire au film en essayant de le dénigrer. Le dénigrer. Incroyable. Le film était prévu pour 80 jours de tournage au départ. Il en ferait 224. Donc c'est pour ça que tout le monde devient fou et que chacun perd un membre de sa famille. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que Pacino avait été pressenti pour le père Carras. Ouah, Pazuzu. Oh. C'est possible. Je suis pas sûr parce qu'il voulait vraiment des gens pas connus. Donc Pacino, après Le Parrain, il était très connu. Pour lui, il avait fait il faisait quoi, Serpico à l'époque. Je suis pas sûr qu'il aurait. Comme ils ont tourné, ils devaient faire en fait avec Pacino. Bon, ils ont fait Cruising après, ça s'est très mal passé entre eux. Mais surtout, ils ont failli tourner Né le 4 juillet de Oliver Stone. Et c'est là qu'ils se sont l'histoire de Ron Kovic. C'est là qu'ils se sont rencontrés la première fois. Ils ont fait des répétitions. Et c'est pour ça d'ailleurs ce fameux film où il a commencé à tourner d'ailleurs, pas avec Friedkin. Après, il y a eu un autre metteur en scène parce que Friedkin s'est engueulé avec le manager de Pacino, Marty Bregman, qui devait être le producteur. Et ils ne se sont pas entendus, donc il est parti. Et après, il y a un mec qui s'appelle Donald Petrie Jr., je crois, qui est venu. Et ils ont commencé à tourner 1 semaine avec Pacino. Et le film s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'argent. Incroyable. Et quelques années plus tard, ce serait Oliver Stone qui reprendra avec Tom Cruise. C'est fou. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama. Alors tout d'abord, le titre alternatif, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et le film fait quand même 2h01, c'est du lourd, et j'ai payé 3,99$ pour le voir. T'as pas de Blu-ray ? Non, je n'ai aucune copie physique de rien. Malheureusement, oui. Mais parce que là, cette année, c'est le 50e anniversaire, donc je pense qu'ils vont encore faire. Il y a eu je sais pas combien d'éditions vidéo de l'Exorciste où ils te rajoutent des versions que vous n'avez jamais vues, tu sais.
Et je suis sûr qu'ils vont en sortir une cette année. Sûrement. Mais le film démarre en noir et blanc et on a ce soleil qui d'un coup devient rouge. Avec la voix du muezzin. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours un muezzin quand on est dans un pays arabe. Le démon vient d'Irak. Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que il voulait en fait un lever de soleil, Friedkin. Et il n'a pas pu le filmer, il a juste ce plan de magnifique soleil dans le désert. Et c'est son monteur qui a l'idée de passer du noir au blanc à la couleur, qui simule d'une certaine manière un lever de soleil. Et c'est assez beau. C'est surtout la maison, si tu veux, qu'ils ont, la maison à Georgetown, là, de Prospect, sur Prospect Street, avec à côté des escaliers. Là, il t'expliquait que ils ont mis longtemps à chercher la maison, et en fait, ils ont construit une avancée, si tu veux, ils ont rajouté une aile en fait à la maison qui n'existait pas, pour qu'il y ait cette fameuse fenêtre de la chambre qui soit près des marches, tu vois, parce que dans le scénario, ils avaient besoin que le prêtre à la fin se jette par la fenêtre et tombe sur l'escalier, et dans la vraie maison, c'était beaucoup trop loin, tu vois, donc ils ont rajouté une avancée comme ça. Donc ils ont modifié la maison. Et aujourd'hui, tu as la montée d'escalier qui est très célèbre. C'est-à-dire qu'il y a quasiment... c'est une attraction touristique. Les gens font payer pour le voir. Tu as une plaque avec Exorcist Stairs. Tu vois, donc, Friedkin dit qu'il y est allé, mais qu'il était déjà tellement vieux qu'il ne pouvait plus monter plus de 10 marches. Tu vois. Mais le film, à la manière des anciens films d'horreur, entre guillemets, met beaucoup de temps à démarrer. C'est le slow burn dont je parlais pour Alien, alors que maintenant, on démarre systématiquement par une scène choc et ça lâche pas. Là, tout d'un coup, c'est un film comme un documentaire ou comme un film de famille où tout se passe bien au début. Oui, si tu regardes bien, il reprend. Ça commence dans un pays étranger. Ouais. C'est comme French Connection, ça commençait à Marseille. Ouais. Donc il reprend les mêmes formules un peu. Avec Luigi. Et après, quand il fait Sorcerer, où ça commence dans un film, il a repris un peu. Là, ça marchait plus tout d'un coup. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'impression que le public avait changé. Lui, il avait C'est l'impression drôle. de refaire les mêmes. Enfin, pas de reprendre la même recette, mais disons. Je me demande comment réagissent les jeunes à l'exorciste. Aujourd'hui, je crois que ça fait plus peur à personne. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait peur parce que... Enfin, ça me fait peur. Je me souviens que ça a longtemps été pour moi quand même le film le plus effrayant parce que moi, j'ai été élevé... j'étais enfant de cœur, tu vois, de la religion catholique. Friedkin, lui... Moi, j'étais au catéchisme, mais au catéchisme du diable. Mais moi, ça me faisait peur. Regarde, Damien, c'est pour toi. Ouais, à l'époque, même la malédiction, tous ces trucs-là, ça me faisait peur. J'adore la malédiction, c'est un enfant de l'exorciste qui est très très réussi. Je crois qu'aujourd'hui, si t'es pas élevé dans la religion catholique, je sais pas ce que ça représente pour toi. Mais Friedkin n'était pas catholique, je crois. J'y croyais pas du tout. Non, mais il believes in the teaching of Jesus. Il trouvait que c'était finalement pas idiot. Il est pas vraiment religieux. Il est juif de naissance, de famille, mais il a jamais vraiment pratiqué. Ouais. Mais il t'explique qu'il trouve que la religion catholique, finalement, c'est presque ce qu'il y a de plus intéressant pour lui. Tu vois, que s'il fallait qu'il se convertisse, il te raconte que quand il s'est marié, il s'est marié avec Sherry Lansing, je crois que c'était à la Barbade, pendant des vacances. Et ils n'arrivaient pas à trouver un rabbin, si tu veux. C'est faux. Et il avait trouvé un prêtre catholique. Et il avait dit, et sa femme voulait absolument pas être mariée avec un prêtre catholique, parce qu'elle était juive, tu vois, il fallait être... Et lui, en fait, comme il doit quand même l'essentiel de sa fortune à l'église catholique... qui a une réaction un petit peu mitigée, l'église. Il y en a certains qui ont dit que c'était bien, et d'autres qui ont dit que c'était vraiment pas. Il y en a qui te disent que c'est le Top Gun de l'église catholique. C'est la meilleure pub pour... Comme Top Gun a été la meilleure pub pour l'armée de l'air. Ou Le Silence des agneaux pour le FBI. Ça a déclenché des vocations de prêtres et tout. C'est vrai que c'était assez délirant. Mais moi, je suis scientologue. Hail Zenu. Non, mais il y a le premier moment où on voit que ça commence à merder, qu'il y a un problème, c'est quand l'horloge s'arrête en Irak. Ça, c'est un beau plan parce qu'effectivement, ça met un malaise. Et non, mais le maquillage de Dick Smith, on en a parlé, mais Max von Sydow bouge comme un vieux aussi, t'as vu ? Oui, c'est un remarquable acteur. Incroyable le travail qu'il fait, mais ça le marquerait parce qu'après, tout le monde croit que c'est un vieux et on lui donnerait toujours des rôles plus vieux que ce qu'il n'est. Il serait magnifique, c'était Joubert dans les 3 jours du Condor, le dîner de Condor, et il ferait essentiellement des méchants, tu as vu, par la suite. Minority Report. Ouais, dès qu'on le voit arriver, on sait que c'est le méchant. Il y a des acteurs comme ça, tu sais, Après, même le public américain le grand public américain connaissait pas des films de Bergman, mais c'est vrai qu'il y avait une logique finalement de faire jouer ce personnage par cet acteur-là, qui était quand même dans des films où la religion, tout ça, jouait un grand rôle. Quand tu regardes le 7e Saut, des films comme ça. La Source. Ouais. La Source qui a inspiré Wes Craven, quoi. La fameuse... c'est la... The Virgin Springs, ça a inspiré aussi Death Wish, non ? C'est pas un petit peu... Non, Virgin Springs, c'est vraiment l'inspiration du film de Wes Craven, là où il y a le viol. Oui, La dernière maison sur la gauche. C'est ça, voilà. Ouais, film terrifiant. Mais il y a une image qui est très iconique, qui est très magnifique, c'est Mérine face à Pazuzu.
Et ça deviendrait d'ailleurs l'affiche européenne, tu sais, qui a ce côté un peu... qui est très différente de celle qui est sublime. Il y a un moment qui fout le frisson. En revoyant le film, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me plaît pas dans le film aujourd'hui, c'est les scènes d'horreur. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Elles sont un peu ridicules par rapport aux souvenirs qu'on en a. Par contre, tout le reste, tout ce qui amène aux scènes d'horreur, tout ce qui fait monter le suspense, c'est terrifiant. Et vraiment, il y a des scènes absolument prodigieuses. Et moi, ce qui m'a filé le frisson cette fois, et il en faut quand même, parce qu'on en a vu des trucs horribles depuis, c'est le moment où il écoute la bande à l'envers et qu'on entend Mary. C'est vachement bien, ça. Il t'explique, je sais pas si c'est vrai, hein, parce que moi, autant j'adore Friedkin, mais je suis pas toujours sûr de l'authenticité de tout ce qu'il dit, parce qu'il aime bien. Il t'explique qu'il y a des vrais, dans ces scènes-là, là, quand on entend, ils ont mis les vrais, parce que soi-disant, le jeune garçon là, d'Ophéo, Rolando, il y a eu des enregistrements de son exorcisme, et il t'explique qu'il s'était procuré les bandes et qu'il avait injecté des vrais morceaux de l'exorcisme. Mais tu te rappelles, à l'époque, on disait que si tu écoutais du Led Zeppelin, je sais plus quel album à l'envers, tu avais tout d'un coup des messages démoniques, et c'est en plein dans ce qu'on appelle en Amérique la satanique panique. Et effectivement, tout est mis sur Satan à ce moment-là. C'est comme Manson avec Helter Skelter. Exactement. C'est exactement la même chose. Il n'a pas fait carrière, Jason Miller, d'une certaine manière, après ça. Non, il a joué un autre rôle principal qui s'appelait The Nickel Ride, où il jouait un espèce de type bizarre, un entremetteur avec des gangsters, etc. Où il était très très bien dedans. Ah, wow. Il était très bien. Il a repris le rôle de Karras dans L'Exorciste 3, mais de manière ridicule. Et je sais pas si on l'a pas beaucoup vu. On l'a revu dans un film, The Men's Club ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il était très alcoolique aussi. Et puis, c'était pas un acteur à la base. Mais c'est un auteur. Un auteur de théâtre. Je me demande s'il n'a pas réalisé un film aussi. J'avais oublié que le film se passait, en tous les cas, démarrait à la période de Halloween. Tu sais, on voit les citrouilles et tout, et ça fait penser au film de Carpenter, en fait. D'ailleurs, il y a ce fameux plan, tu sais, où on voit à un moment quand Ellen Burstyn rentre chez elle à pied depuis le tournage, et où on entend cette fameuse musique de Mike Oldfield. En fait, tu as un plan on voit des religieuses qui passent avec leurs vêtements qui sont dans le vent qui souffle. Ouais. Et il t'explique que ça, c'est un plan qu'il a piqué au corbeau de Clouseau. C'est vrai. À un moment, il voit une religieuse qui est suivie comme ça, où tu vois le même... extraordinaire. Parce que Clouseau est vraiment Bon, il a fait Sorcerer, qui est le remake du Salaire de la peur, mais il t'explique que Clouseau, pour lui, c'est une de ses plus grandes influences. Quoi. Ouais, magnifique. Mais c'est beau d'ailleurs ce plan des bonnes sœurs dans l'Exorcisme, parce que c'est prémonitoire. Ouais. C'est un truc qui va lui arriver bientôt. Elle va avoir besoin de ces gens. Exactement. Et on découvre le père Karras dans le métro. T'as vu, Friedkin, c'est un peu sa signature. Je m'attendais à voir Popeye courir derrière Charnier. Mais il t'explique qu'il a filmé Karras. À chaque fois, tu le vois avec un mouvement ascendant, c'est-à-dire tu le vois monter des escaliers. Tu le vois arriver, quand tu vois, il filme un talus et tu vois sa tête qui apparaît, c'est-à-dire qu'il est en train de monter le talus, pour montrer qu'il y a une élévation du personnage. Comme et ça. Encore un morceau qui file le frisson, je trouve, c'est le cauchemar de Karras. Quand tu as la médaillon qui tombe au ralenti. C'est magnifiquement fait. Un chien qui court. Quand sa mère sort du métro aussi. Non, c'est super. Et puis... Cette petite vieille, Dimi, elle est magnifique. Why did you this to me? Elle est bouleversante, cette actrice. Il s'appelle Damien Karras. Je me demande si ça n'a pas influencé je crois que oui. Après, j'y ai pensé aussi. Et t'as vu qu'elle est toute petite sur le lit. Ils ont dû lui mettre un lit géant. Parce qu'elle a l'air d'un enfant dessus. C'est petite. C'est triste. Tous les passages avec la maman sont terribles. Alors en particulier. C'est Blatty avec sa mère. Parce que Blatty avait un lien avec sa mère. Il paraît qu'il était vraiment. Mother. Quand sa mère est morte, il paraît qu'il est tombé en dépression. Et s'est habillé comme elle après. Il faisait du spiritisme pour rentrer en contact avec elle. Et Friedkin avait été très proche de sa mère aussi, qui était infirmière et qui est morte, en fait, je crois, bien avant l'exorcisme. Mais le passage le plus terrifiant, et je pense que peut-être il a utilisé des gens qui avaient vraiment des problèmes mentaux, c'est quand on visite la vieille dame grecque dans cet asile, tu sais, qui a un côté tout d'un coup volotune et de coucou, mais avec des femmes. Et c'est terrifiant, ça. Et le film a un côté, comme je dis souvent, upstairs, downstairs. Tu sais, des drames britanniques où on est avec les serveurs. Parce que Karras est un homme qui vient d'un milieu défavorisé. On voit dans son appartement. Il habite chez les Blues Brothers. Alors que elle, McNeil, est une star de cinéma. Et ça amène quelque chose en plus, ce côté star de cinéma. C'est rare qu'une star de cinéma... On a l'impression qu'elle est... Tu as vu, elle traite ses serviteurs, elle est très, très autoritaire. Et on a l'impression que rien ne peut arriver à cette bonne femme qui a tout et qui commande. Et là, tout d'un coup, boum, son monde bascule. La scène où elle rencontre Karras sur le pont, tu sais. Ce qui est génial, c'est qu'elle a des lunettes noires énormes qui lui cachent le visage. Et c'est pour deux raisons. C'est une, parce qu'elle a des nions partout. Et deux, c'est qu'elle ne veut pas être reconnue. Et ça, c'est fantastique. Incroyable.
Tu vois. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'avec Rosemary's Baby dont tu parlais, ce film crée d'une certaine manière ce qu'on appelle en Amérique aujourd'hui le elevated horror, l'horreur élevée, qu'on voit avec des films comme Midsommar ou The Witch, tu sais. Et c'est vrai que c'est plus du tout ces séries B qu'on avait avant, mais des films avec une belle lumière, avec des acteurs confirmés et un budget conséquent. Oui, et puis des recettes considérables, parce que absolument. Rosemary's Baby ou celui-là... Mais moi, j'ai jamais vu L'Exorciste comme un film d'horreur, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un drame psychologique avec le fantastique qui s'insinue de plus en plus. Ouais. Mais lui, il t'en parle comme ça. Il te dit qu'il a jamais eu l'impression qu'il faisait un film d'horreur. Voilà, il te dit que c'est un film sur le mystère de la foi. Ouais. Enfin, sur la famille aussi. Et un truc qui est très très étonnant, les influences de L'Exorciste, c'est, on le verrait dans toute... Toi, Philippe, t'es comme moi un grand fan de films d'horreur, le Ouija board. C'est la première fois qu'on voit ce Ouija board qui te permet d'avoir un contact avec l'au-delà. Et quand elle parle de Captain Howdy, c'est Freddy Krueger, c'est tous ces monstres, c'est le Babadook qu'on retrouverait. Et elle fait même des dessins qui font peur. Et ça, c'est, tu sais, Philippe, un classique du film d'horreur. À chaque fois, on entre dans la chambre de l'enfant et il y a des dessins terrifiants. Il faut préciser aussi que l'Amérique est en plein tourment à l'époque, entre le Vietnam, le Watergate. C'est vrai qu'on ressent ce malaise et le démon est un homme, tu vois ce que je veux dire, d'une certaine manière. Mais c'est l'Amérique post-Manson aussi, hein, quand même, avec ils ont toujours aimé... Enfin, les États-Unis, tu as à la fois des crimes extrêmement sexuels, machin, et puis un mélange de religion. Enfin, il y a toujours eu ce mélange entre la religion, le crime sexuel. Et ce film-là, quand même, il y a une obscénité mélangée avec de la religion. C'est vrai. Donc, je pense que ça choquait vachement les D'ailleurs, Américains. est-ce que le nom Pazuzu est prononcé? C'est dans le 2 qu'il est prononcé. Peut-être dans le 2, il y a Kokumo aussi. Il y a Richard Burton, ivre-mort, qui erre dans le souk en disant « Do you know Kokumo ?» Vous connaissez Kokumo? Je pense pas qu'on en parle dans le film. Non, je crois pas qu'il soit cité dans L'Exorciste, Pazuzu. Ouais. Mais elle est pas très sympathique, je trouve, le personnage d'Hélène Burstyn, la mère. Non, pas du tout. Ouais, elle est quasiment un petit peu antipathique. Et ces bruits qu'on entend au départ dans le grenier font très peur. Pazuzu est là. Il est dans la place. Chocs. En fait, c'est des chocs. Voilà. Des coups. En fait, exactement. Aujourd'hui, il paraît qu'ils vont faire un remake ou ils l'ont quasiment déjà fini là, mais on t'explique absolument pas comment ce démon se retrouve dans cette maison de Washington. T'as pas aujourd'hui. Sinon, c'est ça qui est beau, c'est le profane et le sacré. Ils auraient ramené une relique. Tu vois. Là, il y a aucune explication scénaristique. C'est-à-dire, on passe directement de l'Irak à cette maison de Georgetown et on saura jamais pourquoi il y a eu ce démon dans cette maison. D'ailleurs, tu sais, les bruits dont on parle, là, les chocs dans le grenier, etc., ça rappelle énormément ceux de la maison du diable. Tu sais, quand le démon tape sur la porte, ça rappelle vraiment ça. Hein. Bien sûr, et puis il y a un autre truc qu'on retrouve beaucoup dans les films d'horreur, c'est cette trappe qui mène au grenier. Qui est toujours terrifiante quand on ouvre cette trappe, on ne sait pas ce qui va se passer. Si tu veux, quand même, le film est une espèce de métaphore de la puberté, c'est-à-dire que tu dis le changement du corps de la petite fille. C'est-à-dire Carrie joue là-dessus aussi. Ce qu'on retrouve aussi d'horreur de la sexualité. Ce qu'on retrouve dans Les Griffes de la nuit aussi. Le sang menstruel, tout ça, c'est l'idée comme ça que le corps change. Alors je me souviens j'avais parlé avec lui du fait que le père en fait est absent dans la famille de l'exorciste. C'est-à-dire quand tu vois la gamine, il est en Italie. Il est en Italie, mais on le voit jamais. Et quand on t'expliquait qu'il y avait eu des analyses comme quoi le démon prenait la place du père en fait. Quoi. Tu vois, c'est dans la famille. Intéressant. Et lui, il t'explique qu'il n'a jamais pensé à ça. Je crois que c'est vrai, hein, mais ils intellectualisent pas. Hein, Papa Zouzou. Papa Zouzou. Mais c'est vrai que c'est flippant. Dans les films d'horreur, c'est les greniers ou les caves. C'est toujours là que ça se passe, que ce soit Psychose. T'as cette espèce d'escabeau, c'est ça. Les escabeaux qui se déplient. C'est ça dont je parlais, Et là encore, Burstyn qui est avec sa lampe et qui avance dans le grenier, il dit mais elle est folle, pourquoi elle retourne pas en bas? Et c'est là où on a le premier jump scare, parce que Carl qui cherche les rats, on entend les rats, puis il y a la petite fille à son lit qui bouge aussi, comme elle dit, et c'est la première fois qu'on voit ce jump scare où tout d'un coup Carl arrive dans le grenier et fait sursauter Hélène Burstyn. Oui, c'est la flamme d'un seul coup. C'est ça. Oui, mais c'est là où il était influencé par Rosemary's Baby, parce qu'il t'explique quand même, Friedkin, qu'il adore Rosemary's Baby, c'est qu'il voulait quand même au départ qu'on puisse croire, et ça c'était dans le roman aussi, hein, et c'est pour ça c'est aussi ce qu'il a enlevé du roman, parce que c'était beaucoup plus insistant dans le roman, c'est-à-dire de croire que ça pouvait être Carl qui avait tué Jack McGovern. C'est ça, parce qu'il n'arrêtait pas de le traiter de nazi. Voilà, et dans le livre, il y avait même des flics, je crois, qui viennent interroger le majordome, donc c'était un peu too much. Mais tu peux avoir une interprétation où tu te dis, il y a quelque chose de rationnel, mais après, quand elle se met à être déformée et tout ça... Alors, moi quand j'avais interviewé Polanski, il disait que j'avais vu l'exorcisme, j'ai beaucoup aimé pour le genre que c'est.
Et quand je l'ai revu, j'ai trouvé que j'ai pas pu aller au bout. Tu vois. Et tu sens en même temps que lui est athée, Polanski. Donc un truc comme ça, je pense pour les gens athées aujourd'hui. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il n'aimait pas ou parce qu'il a eu peur? Ah, il n'a pas eu peur du tout. Il trouvait ça à la limite ridicule. Ah, d'accord, intéressant. Mais c'est vrai, pour quelqu'un d'athée, c'est très difficile de rentrer dans ce film-là. Parce que si tu refuses l'existence de Dieu, tu refuses l'existence du diable. À ce moment-là, ces films de vampires ne peuvent pas exister. C'est-à-dire, pourquoi ils sont tous catholiques, quoi, tu vois. Mais Polanski, quand il fait les vampires, c'est une parodie, tu vois, il n'y croit pas. Non, je sais bien. Mais Friedkin, c'est une comédie, le bal des vampires. Friedkin, il t'explique qu'il a voulu, lui, croire vraiment, quand il a fait le film, il a fait comme si ça existait. Quoi. Un des autres chocs, d'ailleurs, à propos, c'est la désécration de l'église, quand tu vois cette vierge qui est couverte de sang, et ça fait très peur. Et bien sûr, on parlait de l'hôpital psychiatrique, qui est terrible, et on se rend compte que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu n'es pas à l'abri. Tout le monde va morfler. Ça, c'est très très bien foutu. Et en fait, l'exorcisme, c'est quand tu vois les médecins qui disent on a tout essayé, on comprend pas, est-ce que vous avez entendu parler d'un exorcisme? Alors c'est ça qui est drôle dans le film, c'est-à-dire c'est tous ces scientifiques extrêmement avancés, qui finalement en viennent à avoir recours à une pratique du Moyen-Âge, tu vois, pour essayer de soigner. Mais en fait, il t'explique que l'exorcisme, Friedkin, lui, c'est pas qu'il y croit, mais c'est que normalement même les médecins n'y croient pas, mais c'est qu'ils se disent que l'autosuggestion, c'est-à-dire que le malade qui se croit possédé, le cérémonial de l'exorcisme peut lui faire tout d'un coup croire que, tu vois, c'est pas parce qu'on croit tout d'un coup, les médecins ne croient pas aux forces sataniques, c'est qu'ils se disent que pour soigner ça, comme il n'y a pas d'autre moyen, que cette théâtralisation, ce côté théâtral de l'exorcisme, ça peut finalement convaincre le malade, tu vois, qui va être libéré. Quoi. C'est très possible. Mais tu parlais de cette scène où elle pisse dans le salon, qui est terrifiante, parce que c'est le premier signe de possession. Et c'est là où elle dit à l'astronaute « You're gonna die up there ». Tu vas mourir dans l'espace. Et je crois qu'il meurt d'ailleurs dans le livre. Dans le livre, oui. Ouais, on ne le voit pas dans le film. Et là, les médecins commencent à arriver, elle prend des pilules, elle voit des psys, etc. Et ça ne sert absolument à rien. Et il y a un des docteurs, c'est ça, j'aime beaucoup dans les années 70, les docteurs fument. Puis il te filme les machines un peu comme des engins un peu terrifiants, tu sais, là, quand le scanner. Enfin, tu vois, exactement, mais c'est médiéval, tu as vu. En plus, il y a un bruit clac, 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 tout le temps qui participe de la terreur. Il y a une grande finesse dans l'évolution du maquillage de Reagan, parce que dans les scènes d'hôpital, elle commence à être marquée. Tu as vu, il a maquillé foncé autour de la bouche, autour des yeux. Qu'en fait, c'était parce qu'elle s'automutilait elle-même. Quoi. Bien sûr, mais on commence à lui donner des drogues. La thorazine, la ritaline, ça sonne comme des noms de démons aussi terrifiants que Pazuzu, en fait. Mais la ritaline, c'est un médicament qui a provoqué des dégâts après. Je crois qu'on le donnait aux enfants qui avaient des problèmes d'attention, des déficits d'attention. Mais t'en as qui se sont foutus par la fenêtre. En Amérique, c'est terrible. Je suis content que le docteur prenne un pain dans la gueule, t'as vu? Je suis du côté de Pazuzu à ce moment-là. Ça m'a fait plaisir. Elle se met un foulard autour de la tête, Chris, tu as vu, elle ressemble à une nonne. C'est-à-dire qu'elle qui n'est pas croyante se rapproche de plus en plus, presque de façon subjective, de la religion. Sa relation avec Jason Miller est formidable, je trouve. Et avec très peu de mots, tu sens qu'elle lui donne le bébé parce qu'elle n'y arrive plus. Et elle est prête à croire à tout et elle lui donne tout, quoi. Elle lui donne sa fille, en fait. Parce que le sujet, en fait, c'est l'histoire d'un prêtre qui perd sa foi. Au départ, on voit quand même que c'est un prêtre qui est en fait un psy pour prêtre. C'est-à-dire tu vois bien que c'est lui qu'on vient voir quand tout d'un coup, au départ, là, quand elle voit les fameuses religieuses, elle voit aussi le père Carras avec un prêtre qui vient le voir pour lui dire je me sens un imposteur, c'est lui qui c'est très bien fait ça d'ailleurs. Mais c'est un peu l'histoire du père Carras, le film. C'est comment ce gars finalement. Tu as lu le livre? Oui. Est-ce qu'on explique pourquoi ce démon choisit Reagan, cette petite fille? Non. Il y a dans la version intégrale là, qu'il a refaite après en 2000, il y a un dialogue entre Mérine et Carras. Tu sais, il y a une pause pendant l'exorcisme où ils sont assis dans l'escalier, comme ça, il y a une conversation entre eux. Et il y a Carras qui dit mais pourquoi elle? Pourquoi c'est ça. Et Mérine dit c'est pour que nous puissions. Il y a tout un truc pour nous faire douter, tu vois, de l'existence de Dieu. En fait. Mais donc, toutes ces scènes avec les psys sont formidables parce qu'ils parlent quasiment d'amis imaginaires, comme Tony dans The Shining, sauf que ça, c'est un ennemi imaginaire. Et elle broie les couilles du psy aussi, ça c'est très bien. Mais la scène de l'automutilation avec le crucifix, c'est quand même encore aujourd'hui un truc assez costaud. Terrifiant. Et quand Lee Jacob entre en jeu, tu vois, il dit à Carras, « You look like a boxer ».
Et effectivement, il ressemble à Stallone dans Rocky. Et il est cinéphile, ce personnage de Lee Jacob, tu as vu? Oui, il dit tu ressembles à Marlon Brando dans Sur les quais, Ouais. où jouait Lee Jacob. Ah, c'est vrai. Eh oui. Ah, c'est drôle. Et après, il lui dit non, tu ressembles à Sal Mineo. Voilà. Et aussi à John Gardner, il lui dit. Et on disait en fait que Garfield. ce personnage. Garfield, pardon. On disait que ce personnage avait inspiré Columbo, en fait. Oui, Mais- c'est ça. Mais Ouais. Columbo, la série télé existait déjà quand le film est Et sorti. surtout la pièce. Et puis Mais Charles c'est- Vanel dans Les Diaboliques a Voilà, inspiré c'est ça. Columbo On aussi. disait que les inspirations du personnage, c'était Vanel. Mais tu vois, en revoyant le film, je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça me revient encore. Je trouve que d'un seul coup, l'arrivée de Lee Jacob et du fait qu'il joue un policier, ça aplatit un peu le film d'un coup. C'est-à-dire, on perd un peu le côté, tu sais, C'est plus conventionnel. voilà, effectivement. mythologique Ouais. et complètement le mal contre le bien, le Ouais. démon, etc. Ouais. D'un coup, il y a un flic avec un petit chapeau qui est très sympa. C'est qui- l'anti-Popeye, t'as vu? C'est le contraire Voilà. de Gene Hackman dans et French c'est un Connection. monsieur âgé, et on dirait Pierre Tchernia, un peu, tu sais. Exactement. Mais la première fois qu'on prononce le mot exorcisme, c'est au bout d'1h04. Et c'est Have you ever heard of exorcism? Et en fait, elle Je dit, crois qu'il y a- et là, c'est là qu'elle dit Witch Doctor. Tu sais, elle est complètement. Mais d'ailleurs, c'était un sorcier. C'était pas évident parce que je pense qu'il y a pas à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ne devaient pas savoir ce que ça voulait dire. Quoi, parce que Ouais. c'est des gens qui soient pas Même dans le titre, catholiques. effectivement. Ouais. Donc d'appeler, bon, le livre était connu, donc c'est ça qui avait fait connaître le titre, hein, mais c'était quand même pas. On m'avait raconté que quand John Borman avait été engagé pour faire les Hérétiques, la suite, il avait voulu rencontrer Friedkin, et donc il y avait eu un déjeuner d'organiser entre Friedkin, Borman, et Borman était marié avec une femme à l'époque qui était, je crois, allemande, et qui parlait, enfin de la mère de ses enfants, donc, et qui parlait pas bien anglais. Tu vois. Et au début, donc, ils s'installent à table, ils font connaissance. Et la femme de Borman se tourne vers Friedkin et lui dit So you made the extortionist. Ça avait pas bien lancé la conversation. mais quand on disait pas avant ce film, on disait pas je vais exorciser Non, mes ouais. démons. Ouais, c'est vrai. On disait pas ça. Non, Ça commencerait avec le film, ouais. Ça a popularisé ce nom. Hein. Et puis alors bon, et après, il y a cette image iconique de l'affiche, hein, quand même. Il faut dire un mot de cette affiche, un peu Wow. comme l'affiche du dîner de con. Qui est inspirée d'un tableau, je crois. Tu vois François Pignon avec son cartable. Mais c'est inspiré d'un tableau. Owen Roseman a eu beaucoup de mal à éclairer ce prêtre qui arrive, Mérine, qui arrive pour la première fois dans la maison avec ce lampadaire. Moi, j'avais l'affiche dans ma chambre aussi. Et c'est l'Empire des Lumières de Magritte. De Magritte. C'est ça. Et l'affiche, ce plan qu'on voit dans le film, hein, qui est dans le film, Ouais. ce plan, on le revoit tel quel, ils l'ont reconstitué, je crois, dans un des Conjuring. Ah, ouais. On voit exactement le type avec un chapeau devant la maison. Qui sont des Ah oui, histoires. je crois que c'est dans le dernier. C'est le couple Warren et ce sont des histoires d'exorcisme aussi. en Mais tu général. vois, lui, il a essayé de le refaire dans le premier plan de Jade, où tu vois Ah, la maison où va avoir lieu le meurtre, tu la vois dans la brume qui sort, c'est exactement la même maison avec la fenêtre, il a essayé de refaire un peu ça. Mais l'escalier dont on parlait, c'est très symbolique aussi. C'est le Stairway to Heaven, tu vois. Et en fait, ça m'a fait penser à l'escalier où danse le Joker aussi, Joaquin Phoenix, tu sais, dans le dernier film. Et le truc où ils ont tourné, je sais pas, 2 fois, je crois, quand le type saute, Ouais. ça a été fait pour de vrai, hein, il saute. Et puis le type qui tombe dans l'escalier, ça rappelle Bozufi dans French Connection. Il aime bien faire tomber des gens dans les escaliers. Ouais, mais ils l'ont fait. T'imagines, il y a vraiment un gars qui a sauté, qui est tombé dans les marches, qui l'ont fait 2 fois. Waouh. Donc ils avaient tapissé, il paraît, les marches avec des espèces de trucs un peu en caoutchouc pour Ouais. rendre ça moins. Mais il faut dur. quand même déjà le faire. T'imagines, hein, il faut c'est quand même le faire. Et le gars, il l'a fait 2 fois. incroyable. Mais il y a un truc que fait Friedkin qui est terrifiant, c'est qu'après cette scène du crucifix où elle se mutile, tu as tout de suite après la tête qui tourne à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il lâche pas. À partir du moment où c'est parti, il te lâche plus une seule seconde. Je disais que les Deadites dans les films de Sam Raimi sont très inspirés du maquillage de Reagan, tu sais, quand la vieille Henrietta dans la cave qui dit There's somebody in my fruit cellar. Elle ressemble énormément de par la voix et la possession aussi. Le problème, c'est je trouve qu'après, il a fixé un peu les standards, hein, pour filmer ces trucs-là. Mais après, ils ont poussé ça, si tu veux, maintenant. Après, tu vois, t'avais même dans le film, là où tu vois les fissures dans les murs, tu vois. Après, c'est carrément la maison qui s'écroule, tu vois. Enfin, et finalement, ça te fait pas peur, ces trucs-là. Si tu veux. C'est plus, ils essayent d'en rajouter dans le spectaculaire, même, je crois, dans le Conjuring 3, tu vois, et que t'as l'impression qu'il y a un tremblement de terre. Ouais. Bah, finalement, ça fait pas peur du tout. Non. Ça. Et tu parlais de la scène, effectivement, entre Chris et le père Carras, qui est magnifique, parce qu'en fait, il essaye de la dissuader. T'as vu, il lui dit, mais non, mais on fait pas ça, madame. Mais il y a une communion entre eux dès ce moment-là, alors qu'ils sont pas d'accord et Ouais. que voilà. Il y a déjà un truc, tu sais, qu'ils vont finir l'aventure ensemble, quoi. Je trouve ça super fort, cette scène. Extraordinaire. Et quand elle est sur son lit, elle est crucifiée, tu as vu. Il y a beaucoup d'images de symboliques religieuses, effectivement. Quand elle s'élève, quoi. C'est ça. Et quand elle ouvre le tiroir dont tu parlais, là,
il lui demande est-ce que tu peux le refaire ou est-ce que tu peux faire quelque chose. Elle dit non, it's a vulgar display of power. Elle fait In Time. Ouais. Et ce vulgar display of power, c'est le titre d'un grand album de Pantera, un album de heavy metal. Friedkin, quand tu lui demandes ses références, il te dit Ordette de Dreyer. Bon, moi j'ai vu Ordette, c'est quand même pas évident de voir le rapport avec l'exorciste en dehors du côté religieux, parce que c'est quand même, ça n'a rien à voir, c'est absolument pas spectaculaire, Ordette. Ouais. Mais Karras a l'air possédé, il a l'air hanté lui aussi. Oui, hanté, pendant tout le film. Et par le remords de la mort de sa mère, et par la perte de sa foi. Il joue très 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 bien. Il a ses démons, effectivement. Il a son propre Pazuzu. Il y a une scène qui fait peur, c'est avec la gamine maquillée, parce que c'est en fait quand Karras rentre dans la chambre et découvre Mérine mort, et tu la vois, elle est spoiler alert. Et puis elle rigole après. Ah oui, elle ricane, et ça fait, c'est très malsain. Ça très très dérangeant. Ouais, tu as raison. Mais je crois que parce que dans la version de l'an 2000, The Version You've Never Seen, parce qu'il le nouveau montage qu'il a sorti en 2000, il a rajouté des trucs que moi j'aime pas du tout. Les apparitions des têtes en surimpression et tout ça. Et notamment sur la fenêtre, avant que Karras saute par la fenêtre, on voit le visage de la mère qui apparaît. Et ça, c'est. Et moi, ça me l'a pourri le film, cette version. Ouais. J'ai mis plusieurs années à pouvoir le revoir en oubliant cette version. Moi, je lui avais dit, je me souviens. Il t'avait giflé comme le père. Il avait pas aimé. Il m'avait dit, mais tu comprends pas comment ça fonctionne. Il n'aurait jamais voulu refaire une sortie du film. T'as cassé le dos. Changer quelque chose. Il a essayé de me frapper, quoi. Friedkin, sacré Billy. Mais pour terminer sur les rapports avec Psychose, les chutes d'escalier, le détective Arbogast. Oui, aussi, donc, ils ont repris un peu le même procédé que quand Arbogast tombe dans l'escalier dans Psychose. Martin Balsam qui aurait fait un très bon Kinderman. Quand le psy à qui la gamine broie les couilles, tu vois, quand il le voit tomber sur le truc, c'est exactement le même procédé. Quoi. Ouais, c'est incroyable. T'as raison, c'est le même plan. Il est monté sur un truc. Et tu as vu, elle se met à parler à un moment. Pazuzu parle français à un moment. Bonjour, la plume de ma tante. Oui, exact. Ce qui était une vieille phrase des manuels où on apprenait le français. Et elle parle verlan, en fait, t'as vu Laisse béton, rasca, Karras. Enfin, il faut bien rappeler aussi que tu as Blatty qui est sur le plateau tous les jours. Hein. C'est quand même, c'est pas une co-réalisation. Mais c'est vraiment fait avec un producteur qui est l'auteur, qui est quand même un type qui contrôle vachement ce qui se passe. C'est vrai. Et finalement, Max von Sydow a un petit rôle dans le film. Et quand on le fait intervenir assez tard dans le film, t'as vu, d'abord, il embrasse la bague de l'archevêque. On pense au parrain, tu sais, c'est la même mafia, mais c'est l'église. Et on le trouve dans les bois au début. C'est ce côté conte de fées qu'on avait au début du Silence des agneaux aussi. Ah oui, mais c'est la même chose quand tu vois Pareil. Quand tu vois le prêtre qui vient le chercher, le chercher avec ses arbres dénudés, tout ça. Il a une phrase formidable, c'est quand Karras l'accueille, tu sais, dans la maison, et il lui dit le diable a plusieurs personnalités. Il lui dit non, il n'en a qu'une. Ouais, exactement. Oui, ça a dû être très pénible quand même pour la petite, tous les maquillages et en particulier les lentilles de contact. Ça fait très très mal aux yeux. J'en avais essayé quand j'avais travaillé sur le tournage d'Evil Dead 3. Il y avait les yeux blancs des Deadites et je les avais mis pour rigoler. C'est insupportable. Rien que 10 secondes, c'est insupportable. Tu te souviens ce plan qui est sans doute le plus horrible du film pour elle, c'est quand elle voit Karras... Non, les psys, je crois. Et quand ils rentrent dans la chambre, on la voit en plongée. Ouais. Et elle a de la morve qui tombe et qui la relie à son vêtement. Et elle a les yeux jaunes. Ce plan est monstrueux. Monstrueux. Le film, bien sûr, serait parodié à mort. Vous avez vu Repossessed avec Leslie Nielsen et Linda Blair. Et dans le Saturday Night Live, Richard Pryor jouerait le rôle du père Karras aussi. Donc c'est un film qui a été... qui est passé dans la culture populaire, quoi. Voilà. Et elle a une très longue langue, tu as vu, comme Gene Simmons, le bassiste de Kiss, Mais c'est un peu comme le parrain, l'exorciste, ça désigne aussi bien Karras que Mérine. C'est un peu comme le parrain avec Brando. Oui, exact. Et tu as vu, les montants du lit ont été enveloppés par des draps, ils ressemblent à des fantômes. Donc ça participe de l'horreur. Et puis bien sûr, cette scène de « Dimmy, what did you do this to me ?» D'ailleurs, la scène de la chambre, quand les deux s'enferment, tu sais, et commencent l'exorcisme à proprement parler, on dirait qu'on est en enfer. On se rend même plus compte qu'on est dans une chambre, dans une maison, tu vois, on est en enfer. Quoi. Et à la fin, Karras tabasse littéralement Linda, t'as vu, il se jette sur elle, il la roue de coups pour être possédé et s'est éjecté lui-même de la fenêtre, se suicider. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est quand après Pazuzu lui rentre dans le corps et il se jette par la fenêtre, quand on revoit Linda Blair la fois d'après, elle a des ecchymoses sur la figure, mais c'est les coups de Karras. C'est pas les stigmates de ce que lui a fait le diable. Exactement. C'est les coups de Karras. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le film le dise ou qu'il se taise à tout jamais.
Amen. Je préfère pas. Il y a juste la musique, un peu. On a parlé de Oldfield, mais il y a effectivement plein de morceaux classiques qui ont été. Donc il y a Penderecki, qui est ce compositeur polonais qu'on trouve dans Shining. Que Kubrick a utilisé dans Shining après. Ouais. T'as Anton Webern, je crois. Webern. T'as beaucoup t'as Hans Werner Henze, que Alain Resnais après a utilisé dans L'Amour à mort. Et alors, ce qui a une petite parenthèse, c'est que Alain Resnais et William Friedkin étaient très copains, en fait, se connaissaient bien, parce que la femme d'Alain Resnais, qui à l'époque était la fille d'André Malraux, Florence Malraux, a été son témoin à son mariage avec Jeanne Moreau. Et donc, qu'il a rencontré sur le tournage de Monty Walsh. Voilà, ils se sont beaucoup fréquentés, à Resnais et Friedkin. Et il t'explique aussi que, tu vois, Ellen Burstyn a joué dans Providence d'Alain Resnais aussi. C'est un film que Resnais a fait plus tard, donc ils se sont beaucoup fréquentés. Et notamment, il parlait de musique, parce que Friedkin, après, a fait des mises en scène d'opéra, il est très connaisseur de musique classique, et c'est lui qui a commencé donc à mettre des morceaux classiques dans les films d'horreur, quoi. Étonnant. Il y a un gars qui s'appelle Jack Nitzsche, qui a fait aussi une partition de l'Exorciste. Il y a des morceaux de Jack Nitzsche, qui est le gars qui a fait Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a fait Cruising aussi après, qui était un personnage assez intéressant aussi. C'est vrai. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage infernal dans les tréfonds de la foi. Vous me direz 2 ave et 3 pater. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors on va chaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, Fouard. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Pas usu, pas pris. Et maintenant, espérons que ce podcast ne soit pas maudit comme le film. À tout hasard, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en chœur, ne faites pas de boogie-woogie avant les prières du soir, boogie-woogie, boogie-woogie.